Eh bien, de retour ici en direct du Gaming Round, la seconde édition, en direct de la Kind Arena. Je vais être très franc, je suis assez déçu. Il n'y a pas de Kinder. Vraiment, on m'a vendu quelque chose. Là, il n'y a rien. Bon, bah, ça fait rien. On va quand même se retourner sur l'e-sport, le jeu vidéo et les compétitions qui vont avoir lieu ici sur les 2 jours. Ça va être complètement insane. Je vous rappelle que l'entrée est totalement gratuite. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. On voit le public qui commence à s'installer ici parce que c'est l'heure des conférences. Avant de s'attaquer au vif du sujet, avant de s'attaquer aux compétitions, place aux tables rondes avec des sujets qui vont être super intéressants tout le long de la journée réellement. Et là, on va attaquer avec pédagogie et éducation. Et avec moi, j'ai Madame Judith Vary. C'est bon, c'est bien ça. Judith Vary, enseignante-chercheur, MCF, Université de Rouen, département des sciences de l'éducation. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous ici sur ce plateau pour parler justement pédagogie, éducation. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup. C'est vrai. Beaucoup de choses à déconstruire. D'accord. Dans la représentation sur le jeu vidéo et en éducation. Eh bien, écoute, j'ai grand hâte d'intervenir sur cette table ronde. À mes côtés, on a Tristan Brandili. C'est bien ça, Tristan Brandili, qui est président de la Fédération française de jeux vidéo. Mais c'est un honneur de t'avoir avec nous, Tristan, président de la Fédération française de jeux vidéo. Comment ça va? Tu n'as pas de micro, Tristan? Ah, est-ce qu'on a un troisième micro qui fonctionnerait peut-être? Sinon, autrement, je vais vous laisser quand même. Tristan, alors, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, heureux d'être ici à Rouen. Ouais. Tu es de Rouen ou pas, Tristan, toi? Ah, pas du tout, je suis du sud de Paris. Ah, j'ai cru qu'il allait me dire, je suis du sud de la France, j'allais dire, un compatriote. Et tu as dit sud de Paris. Et là, je ne peux rien faire. Je peux décidément rien faire. Tristan, peut-être question avant qu'on commence un petit peu sur le débat. Fédération française de jeux vidéo, cette fédération, elle existe depuis combien de temps? Alors, elle existe depuis 10 ans. On fête le 10e anniversaire cette année. C'est toujours toi qui as été présidente? Alors, pas du tout. Elle a été créée en 2013. Il y a eu un premier comité directeur en 2013. Il y a eu une deuxième staff de comité directeur en 2015, notamment avec la présence de Franck Fontaine en tant que président de la FFJV, qui est assez connu jusqu'en 2020. Et moi, je suis arrivé à la présidence en 2020. Et probablement jusqu'à fin 2023 ou 2024. Ok, très bien. Écoute, en tout cas, très heureux de vous avoir à nos côtés. Je vois mes petites fiches un petit peu et je vois que dans le jeu vidéo, on peut se dire que c'est peut-être une préparation à la vie en société. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que jouer à des jeux vidéo à l'heure actuelle, ça peut nous préparer justement au milieu professionnel, ça peut nous préparer à parler à d'autres personnes. Comment ça fonctionne en fait alors? Alors, moi, effectivement, je fais des recherches sur le jeu vidéo et sa place dans la socialisation morale et politique des jeunes. Enfin, je m'intéresse beaucoup à ça, sur les effets finalement des jeux vidéo. Oui, morale et politique dans le sens où la politique, c'est aussi la vie en cité, la vie dans la cité au sens large. C'est pas voilà. Et donc, du coup, on peut discuter des valeurs parce que, par exemple, qu'on est dans un jeu en ligne, un MMO, on va se mettre dans des guildes, on va devoir décider ensemble de notre manière de jouer, de nos stratégies de jeu. Et donc, on doit discuter aussi de valeurs, dans le sens quelle est la bonne manière de jouer. Et tous les joueurs ne jouent pas de la même manière et ne s'accordent pas toujours. Et on voit bien qu'il y a des conflits et aussi des parts de négociation entre les joueurs pour trouver un accord pour pouvoir jouer ensemble. Donc, par exemple, ça peut développer des compétences de négociation et de capacité aussi d'adaptation à l'autre, de pouvoir trouver des compromis aussi dans le jeu. Donc ça, c'est par exemple de leadership, évidemment, puisqu'on a des chefs de guilde qui managent, parfois très jeunes, leurs joueurs. Oui, je joue un peu. Enfin, quand j'ai le temps, parce que là, j'ai moins le temps. Mais Tu me parles de chef de guilde et tout, t'es joueuse de WoW ou pas? Non, j'étais plutôt Guild Wars à l'époque. Ah, Guild Wars à l'époque. Ah là, ok, d'accord. Mais voilà, mais là j'ai moins le temps de jouer là. Mais bon, j'essaye de jouer un petit peu, mais moins de jeux en ligne parce qu'effectivement ça peut être très prenant. C'est très chronophage, oui, effectivement. Ça demande un engagement du joueur, on va dire. Et après il y a donc différentes manières de s'engager aussi. Ceux qui vont plutôt s'engager pour la partie compétitive, et ceux qui sont plutôt là pour détente, loisirs, coopération, rencontres, socialisation avec d'autres, découverte aussi de d'autres pratiques, d'autres cultures, ça peut arriver.
On en a discuté aussi un peu, c'est la question de la langue, c'est-à-dire que jouer sur un moteur, avec d'autres équipes de joueurs, d'autres cultures, on va s'initier peut-être davantage à s'ouvrir davantage à une langue étrangère, par exemple. C'est vrai qu'on a pris cette habitude. Mais le jeu vidéo, c'est quand même un apprentissage. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est un apprentissage, effectivement, de langue étrangère. Quand il y a beaucoup de jeux. Alors maintenant, ils sont traduits, ok. Mais moi, je me rappelle, à une certaine époque, on n'avait pas toujours des jeux qui étaient traduits. On avait des jeux qui étaient en full anglais ou autre. Je parle d'une époque qui est révolue, quand même, les amis, attention. Et notamment dans tout ce qui était RPG et autres. Et c'est vrai que ça nous forçait à l'apprentissage de l'anglais ou à d'autres langues. Tout à l'heure, tu parlais de sociabilisation, c'est ça ? Socialisation. Socialisation, pardon. Utiliser les deux. Non, socialisation. C'est important. À l'heure actuelle, il y a encore des jeunes qui sont enfermés et le jeu vidéo les aide à s'ouvrir. Alors, justement, cette pratique de voir le geek enfermé dans sa chambre est un stéréotype. C'est un stéréotype, ouais. C'est un stéréotype. Alors, effectivement, il peut y avoir des cas extrêmes, mais souvent, en fait, jouer beaucoup à un jeu vidéo, c'est plutôt le signe de quelque chose d'autre. C'est plutôt le signe d'un mal-être global. C'est-à-dire, par exemple, le phénomène des hikikomori au Japon. Ce sont des hommes, souvent les plus touchés, et parce que ça s'est apparu dans les années 90, au moment où le Japon connaissait une situation économique grave. D'accord. Et donc, c'est ce phénomène d'enfermement extrême. Alors qu'est-ce que c'est justement Hikikomori Hikikomori, ce sont ces gens qui s'enferment pendant des mois chez eux, qui ne sortent plus du tout. Et c'est lié à un phénomène, donc c'est plutôt des hommes d'un certain âge, plutôt assez jeunes, qui vont retourner vivre chez eux et s'enfermer pendant plusieurs mois, voire années, et en reclusion de la société. D'accord. Mais c'est un phénomène, c'est un épiphénomène en fait. Mais c'est surtout le signe d'un malaise autre, qui est une situation économique compliquée. Donc c'est des hommes au chômage et qui sont célibataires. Donc ils sont dans une situation finalement de rupture sociale. Exclus de la société en fait. Exclus de la société et qui retrouvent dans le jeu une forme de sociabilité. Et dans les enquêtes que j'ai pu faire, par exemple, ces moments de repli sur soi et de repli dans le jeu vidéo sont en général assez temporaires en fait. Ce sont des phénomènes temporaires où, par exemple, j'avais pu enquêter sur une femme de 30 ans qui était en arrêt maladie et qui me disait le seul lieu où j'arrive encore à avoir du lien social, c'est dans le jeu vidéo, en jouant avec mes partenaires de guilde, parce que là, j'arrive à reconstruire quelque chose. Ça a duré 2 ans. Après, elle est repartie vivre autre chose. Et du coup, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on a une tendance à voir que les jeunes qui se replient sur eux, en fait, déjà, c'est une minorité. C'est la face immergée de l'iceberg qui est souvent effectivement présentée dans les médias. Or, en fait, la majorité des jeunes gèrent très bien leur temps de jeu, leur temps d'activité sportive. Le jeu vidéo, ça fait partie de la culture juvénile. Et souvent les joueurs que je rencontre... Ça fait partie de la pop culture. Enfin, c'est ancré dans notre culture maintenant, le jeu vidéo. Complètement, parce que, pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques instants, par rapport à ces personnes qui sont exclues, tout du moins, mais qui retrouvent un petit peu de sociabilité avec les jeux vidéo en s'intégrant en jouant à des jeux comme WoW ou autres, tout ça. Est-ce que c'est pas générationnel ? Puisque nous, à notre époque, dans les années 80, 90, quand il n'y avait pas Internet, quand on était obligé d'inviter les gens pour jouer à Street Fighter chez nous, on n'avait pas ce souci de se dire on allait s'enfermer, on invitait les gens chez nous, on pouvait encore les voir. Là, on a une facilité avec Internet de se dire moi, je peux rester chez moi, tranquille, mais je peux jouer avec d'autres qui, eux, sont chez eux, il n'y a pas de problème. Alors, ça va un peu dépendre des âges, parce que par exemple, et après, je donnerai peut-être la parole un peu à Tristan. Oui, j'ai une question pour Tristan ensuite après. C'était sur les collégiens, par exemple, ils jouent beaucoup finalement entre potes. C'est-à-dire, ils se connaissent déjà au sein du collège et ils vont poursuivre leur sociabilité en jouant ensemble, en fait. Ils sont très peu sur la découverte d'autres personnes par le biais du jeu. Au lycée, ça commence à changer un petit peu, mais là, les habitudes aussi de jeu, finalement, changent en fonction des âges. Alors là où je suis moins d'accord, c'est que, OK, à notre époque, on jouait moins avec nos parents, mais la génération actuelle, c'est un peu moins vrai quand même. Donc c'est aussi une pratique familiale qui se développe, on partage du temps, et c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a de la socialisation à ce moment-là, parce que on discute des valeurs en famille, sur quel type de jeu, sur va pas lancer la manette sur ton frère, sur des manières d'être et de se comporter en famille. Donc il y a ces échanges-là. Mais du coup, cette découverte par rapport à d'autres cultures, d'autres joueurs, elle vient plutôt au lycée en tant que jeune adulte.
où on va effectivement, mais surtout par les jeux en réseau, mais on s'enferme pas. Et ça, c'était assez intéressant, c'est que les joueurs en réseau, ceux que j'ai pu interviewer en tout cas, sont aussi des très grands sportifs. C'est-à-dire que ceux qui investissent la compétition, ils ont déjà ce background un petit peu parce qu'ils ont fait du sport. Et ils essayent de retrouver dans le jeu en ligne, le jeu compétitif, les mêmes émotions, les mêmes types de sensations qu'ils peuvent retrouver dans le sport. Voilà. Ok, très bien. Tristan, toi qui fais partie, qui est le président de la Fédération française de jeux vidéo, est-ce que tu as vu une évolution sur le discours, sur le jeu vidéo, toi, durant ces années? Est-ce qu'on est passé du satanisme à oh là là, jouer aux jeux vidéo, allez-y, let's go? Vous savez, on en rigole de dire ça, mais je vous promets, je fais une petite passade comme ça, mais en tant que rôliste, il y a énormément de choses. Hein, qui se sont dit, énormément de choses qui se sont dit aussi avec le jeu vidéo. Hein. Moi, je me rappelle, mes parents me disaient attention, t'approches pas trop de l'écran, tu vas devenir aveugle. Donc voilà, hein, donc il y avait des rondis quand même un peu. Toi, est-ce que tu as vu un changement vraiment comment dirais-je, dans le jeu vidéo, dans ce que l'on dit du jeu vidéo à l'heure actuelle, où il y a encore des choses qui sont tenaces, hein, qui restent encore, qui ternissent un petit peu le tableau? Bah, tout à fait, oui. Donc, il y a eu des changements. Nous, parmi nos actions, donc l'action phare, ça va être d'intervenir au sein des écoles, des établissements scolaires, des collectivités, centres aérés et tout ce qui va avec, pour effectuer de la prévention et de la sensibilisation. Donc, la prévention des risques liés, parce qu'effectivement, il y a toujours ces risques qu'on a et qui sont connus et qui étaient un peu clichés il y a encore quelques années, hein, comme vous avez très bien dit au niveau, attention, pas trop près de l'écran, tu vas être aveugle. Non, c'est bien sûr que c'est pas vrai. Par contre, il est vrai que au sein de l'écran, il y a ces rayons qu'on appelle les rayons gamma qui peuvent éventuellement nuire à la cornée et nuire à l'œil. Tout à fait. En revanche, on fait également la sensibilisation aux bonnes pratiques et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le jeu vidéo de manière démocratique. C'est-à-dire que, en plus, depuis le développement du jeu mobile, on s'aperçoit que la moyenne d'âge maintenant d'un joueur de jeu vidéo, alors on peut penser qu'elle est très basse. En réalité, c'est quand même une trentaine d'années. C'est intéressant sur ce que tu dis là. Je voulais savoir, vous qui avez des données, effectivement, à une époque, quand Nintendo arrive en France, donc fin 90, eux, clairement, c'était pour pas nécessairement les enfants, mais voilà, c'était un système d'amusement. Donc, ils ciblaient quand même les enfants, la famille, mais plutôt les enfants. Là, avec les données qu'on a à l'heure actuelle, tu dis que maintenant, on est plutôt sur des adultes, sur des jeunes adultes, et bon, toujours les enfants, puisqu'ils évoluent au sein d'un cadre familial qui joue aussi les parents. Tu disais tout à l'heure qu'on fait partie de cette génération qui avons grandi avec le jeu vidéo. Les chiens ne font pas des chats, hein, d'accord. Le jeu vidéo est omniprésent. Et fatalement, quand les enfants commencent à avoir l'âge de pouvoir jouer, eh bien, ils commencent à jouer avec leurs parents. Ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas pour nous à notre époque. Je parle de cette époque avec les Atari, les ColecoVision et autres. Où, ok, papa jouait, mais c'était papa qui jouait, d'accord. Il ne prêtait pas nécessairement la manette aux enfants. Oui, tout à fait. Donc la moyenne d'âge, elle est d'une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce que grâce au développement du jeu mobile, le fait de jouer à Candy Crush quand on à la maison, qu'on ait 10 ans ou qu'on en ait 60, ça revient pareil, c'est jouer à un jeu vidéo. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui jouent aux jeux vidéo. La quasi-totalité de la population française a déjà été acculturée ou a déjà pratiqué au moins une fois dans sa vie un jeu vidéo, quel qu'il soit. Après, c'est vrai que la pratique se démocratise de plus en plus. On a de plus en plus de parents qui jouent avec leurs enfants, notamment avec le développement, prenons Nintendo et avec le développement de la Nintendo Switch, de la Wii, etc. On a vraiment tous ces jeux communautaires qui nous permettent un peu de jouer en famille, à du bowling, à jouer à faire tout ce qui va être Just Dance, etc. Et donc, on a vraiment une capacité vraiment familiale à pouvoir développer le jeu vidéo au sein de la famille. Et donc, il y a plus ce vrai cliché du joueur qui est tout seul, l'adolescent boutonneux derrière son ordinateur avec son casque enfermé dans sa chambre. On le voit de moins en moins. Maintenant, ça devient vraiment un effet pas forcément de mode, mais surtout communautaire et qui se démocratise de plus en plus au sein de la famille.
Et je voulais juste rebondir sur 2 choses que tu as dites. C'est cette idée que voilà, les jeux de rôle, en fait, par rapport aux jeux, il y a toujours eu une certaine hantise. Et c'est assez vieux, hein, historiquement. On peut remonter ça à partir de la Renaissance, où on a commencé à codifier les jeux, hein, les jeux d'argent, etc. C'est depuis très longtemps. En fait, il y a toujours une suspicion vis-à-vis du jeu, que ce soit les jeux de société ou aujourd'hui les jeux vidéo. Alors je ne sais pas si vous avez vu Stranger Things, hein, la dernière saison, c'est très intéressant. C'est évidemment cette angoisse autour du jeu de rôle. Et il y a eu cette forme de panique morale, il y a des formes de panique morale autour du jeu. Donc c'est un peu logique qu'à un moment ça arrive aux jeux vidéo qui est arrivé, parce qu'il y a cette suspicion, parce que ça fait partie de la culture juvénile, et il y a toujours un peu un regard des adultes de mais qu'est-ce que font ces jeunes-là? Ils vont se transformer en du futur délinquant potentiellement s'ils jouent à des jeux vidéo. Mais ça c'est ancien et à la fois nouveau, parce que le jeu vidéo est un phénomène beaucoup plus large que d'autres, que le jeu de rôle comme tu as pu y jouer. On était beaucoup plus, finalement moi aussi j'ai joué au jeu de rôle, beaucoup moins diffusé en tout cas que le jeu vidéo. La deuxième chose que tu disais sur les jeux mobiles, c'est que oui, on peut jouer rapidement dans le métro. C'est-à-dire que maintenant il y a des pratiques et des usages différents, des formes d'engagement, ce que je disais tout à l'heure dans le jeu, qui sont très variables en fonction des publics. Et par exemple, la mère de famille qui travaille beaucoup, elle peut peut-être trouver un moment de détente. C'est dans ce moment de transport en commun, on va pouvoir jouer rapidement un Candy Crush, parce que c'est beaucoup plus ce type de jeu, par exemple, casual, qui ne demande pas un engagement trop important comme les jeux en ligne, où on demande de s'engager plus longtemps, pratiquer, s'entraîner, parce que sinon on ne devient pas performant. Ce qui n'est pas du tout... Voilà, il y a des différents types de jeux qui permettent à différents types de publics, finalement, d'avoir des pratiques très, très variables en fonction des âges et des appétences. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu aussi sur la thématique de la pédagogie et de l'éducation. Justement, le jeu vidéo, comment le jeu vidéo peut-il aider en pédagogie et en éducation? Quels sont les outils que l'on a à l'heure actuelle? Alors, des outils, on va en avoir plusieurs. Il y a beaucoup dans tout ce qui va être les établissements de recherche, etc. Mais je pense que Judith pourra peut-être un peu développer tous ces points-là. Pédagogiquement, on peut utiliser le jeu pour renouer un certain lien social avec autrui. On a certaines personnes, et ça se voit notamment au niveau de certaines communautés d'influenceurs ou quoi que ce soit. On a des personnes qui ont cette phobie un petit peu de sortir, qu'on va appeler donc l'agoraphobie, qui pourront pas forcément se mouvoir dans la foule, qui sortir ou rencontrer des gens. En revanche, grâce aux jeux vidéo, ils vont, vu qu'il y a la barrière de l'écran et le fait qu'on ne soit pas vraiment en communauté physique, ils vont pouvoir beaucoup plus facilement s'ouvrir et renouer un certain lien social. Moi, il y a une histoire qui m'a marqué il y a quelques années. C'était un jeune joueur de World of Warcraft, donc qui avait un jeune adolescent qui avait une maladie incurable, donc une maladie qui est auto-immune, sur laquelle il ne pouvait pas forcément vivre très longtemps avec. Et il était vraiment très bon sur World of Warcraft. Donc il avait rencontré plein de monde, il ne pouvait pas sortir, puis c'était également agoraphobe. Il avait rencontré plein de monde un peu partout dans sa guilde, justement un peu partout dans le monde. Et le jour est venu, le jour de son décès, ses parents se sont connectés sur son compte. Ils sont connectés sur son compte et ont annoncé justement à sa guilde que voilà, il était mort, mais eux ils remerciaient justement tous ses amis virtuels d'avoir été présents. Et lors de son enterrement, ils se sont déplacés du monde entier, se sont déplacés lors de son enterrement, et j'ai trouvé vraiment ça très beau. Et ça montre que le jeu vidéo, en fait, en dehors des limites qu'on a de l'écran et du reclus sur soi, il y a quand même ce côté social et sociétal qui est vraiment très important et qui permet à certaines personnes de louer des liens aussi forts que ce qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours à des amis de collège, de lycée ou d'ailleurs. Ça permet parfois de pouvoir échanger sans être, par exemple, pour rebondir ce que tu disais, d'échanger avec d'autres qui ne connaissent pas son histoire et de pouvoir construire autre chose de soi et d'expérimenter une autre phase de son identité. Chez les jeunes, en tout cas, ça permet d'expérimenter beaucoup, d'explorer, en tout cas, par le biais du jeu, différentes facettes de soi-même, d'exprimer différents types d'émotions.
Et sinon, en pédagogie, pour revenir à ta question initiale, alors évidemment, il y a les jeux sérieux qui se sont beaucoup développés ces dernières années, qui sont en ce moment en train d'exploser un peu parce que avant, ce qui pêchait parfois dans les jeux sérieux, c'était que c'était le sérieux qui devenait plus prégnant que le ludique. Donc il y a un équilibre savant à mener. Donc, par exemple sur Nintendo. Ouais, tout ce qui est... Alors, avant que tu finisses, mais oui, tout ce qui était Kawashima sur Nintendo DS. Moi, j'aime bien aussi les jeux un petit peu à la Professeur Layton, tu sais, les jeux d'énigmes et autres. Je trouve ça super ludique et très fun à jouer, enfin, finalement. Tu parlais de dosage, je trouve que c'est parfaitement dosé quand même. Oui, parce que Nintendo a les moyens. Mais parce que les jeux sérieux, parfois, voilà. Nous, on en a créé un à l'université, par exemple, parce que j'ai initié un jeu sérieux pour faire travailler les étudiants sur l'éthique professionnelle. Bon, voilà, on a fait avec les moyens du port, donc on n'a pas 80 développeurs avec nous, bien évidemment. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il y a un savant équilibre. Donc ils sont de plus en plus utilisés en simulation en santé, notamment aussi, par exemple, de mettre dans des situations réelles les étudiants pour qu'ils puissent expérimenter et faire, c'est pas tout à fait la même chose qu'un jeu de rôle. Et donc, par exemple, ils sont utilisés comme ça. On peut aussi utiliser des jeux vidéo comme Assassin's Creed, Ouais. et mais pour le détourner, enfin, en tout cas pour travailler avec les... Il y a certains jeux qui sont aussi utilisés pour illustrer des cours. On rebondit sur Assassin's Creed par exemple. Donc on connaît ce professeur qui est passé, qui a été mis en avant il y a quelques temps et qui justement utilise le jeu vidéo au niveau de ses élèves dans un collège. Donc il fait son cours magistral, va faire son cours sur la Renaissance par exemple. Et derrière, il va pouvoir mettre en avant, parce que grâce à Assassin's Creed, parce qu'on sait que les développeurs sont allés assez loin dans la recherche et développement du jeu pour permettre en fait d'avoir une visualisation quasiment réaliste de ce qui se passait en ce temps-là. Et donc le jeu vidéo peu importe le jeu vidéo, mais peut également être utilisé pour accompagner en tant que support supplémentaire dans la pédagogie et dans l'apprentissage des jeunes étudiants. Quand tu parlais d'exclusion tout à l'heure, est-ce que le jeu vidéo peut être une aide dans les psychanalyses ou autres ? Alors oui, il est aussi utilisé par les psychologues et les psychanalystes, notamment des enfants qui sont parfois en rupture ou des enfants autistes, pour essayer justement de créer du lien par des jeux de simulation également, donc qui sont utilisés de manière détournée un petit peu, ou on peut utiliser Sims par exemple aussi pour se retrouver pour créer des classes virtuelles ou créer des environnements pour essayer d'adapter progressivement. On l'utilise aussi avec les seniors des jeux pour le bowling pareil pour recréer du lien social aussi, mais pour aussi développer des compétences physiologiques. Alors là, c'est pas mon domaine, mais on peut l'utiliser comme ça. Donc il y a plein de manières finalement pédagogiques et éducatives, et l'éducation évidemment ne s'arrête pas à 18 ans, mais on s'éduque tout au long de la vie. Et du coup, c'est le jeu vidéo, s'il est bien pensé, peut permettre en tout cas de développer. Ça dépend ce qu'on vise. Est-ce qu'on vise la socialisation d'enfants qui sont en rupture, qui sont en reclus de la société, des seniors qui sont parfois en rupture aussi, qui ont moins de liens sociaux ou qui doivent développer des compétences physiologiques. Enfin voilà, on peut l'utiliser quand même de manière très différente. Question pour vous deux, parce que là, je vais rebondir vraiment sur ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez de l'émergence du multivers à l'heure actuelle ? C'est un petit peu... Alors, est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est vraiment, ça a un avenir, ça ou pas ? Alors le multivers, ça peut avoir un avenir effectivement s'il est utilisé vraiment dans certains cas, notamment dans la recherche médicale. C'est vrai que si on peut tester d'abord de façon virtuelle, réaliste, mais virtuelle, c'est toujours mieux que de tester sur des patients, sur des réels patients. Après, c'est vrai que voilà, faut voir. Est-ce que, comme dans tout, est-ce qu'il n'y aurait pas des dérives un jour ? On ne sait pas. Mais de prime abord, le multivers peut être une solution vraiment sympathique pour pouvoir développer. Le métavers, pardon, oui, plutôt. Oui. C'est une solution sympathique pour découvrir l'environnement. Ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir partir en vacances, de pouvoir découvrir comme s'ils y étaient, de pouvoir découvrir des endroits qu'ils auraient aimé pouvoir visiter.
Oui, je rebondis parce que j'ai fait une exposition il n'y a pas longtemps à l'Institut du monde arabe sur la visite de l'Égypte. Et du coup, c'était avec des cases virtuelles. Et c'était super. Hein. Enfin, j'ai eu envie d'aller en Égypte, alors que je n'avais pas spécialement envie jusque-là. Mais là, ça m'a vraiment donné envie, cette visite de la pyramide. Et c'était intéressant. Et ben, tu sais que c'est dingue parce que pareil, j'ai la chance d'habiter dans le sud et à Avignon, donc il y a la cité des papes, vous pouvez visiter justement la cité. Et il vous propose une tablette en réalité augmentée qui vous montre les différentes pièces comme elles étaient. Quand vous rentrez, ça vous montre les pièces comme elles étaient à l'époque. Donc c'est super intéressant quand même, cette technique de réalité augmentée qui va avec l'histoire aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment, c'est complémentaire et c'est éducatif aussi. Je trouve ça vraiment cool. Par exemple, là, alors je sais que c'est les collègues de Caen, ils ont développé par exemple une simulation de la montée des eaux à Étretat. Et donc ça, c'est aussi une manière finalement de sensibiliser, parce que quand on se retrouve avec les rues d'Étretat qui se remplissent d'eau d'un coup, voilà, ça fait peut-être davantage réfléchir que de se dire que les eaux vont monter. Enfin, et ça met dans une situation. Donc ça peut avoir aussi des vertus pédagogiques. Après, jusqu'où on va aller? Bon, moi, je suis toujours un peu sceptique, un peu, j'attends de voir et de comprendre comment les acteurs vont se saisir de cela, ce qu'ils vont en faire. Mais évidemment, il y a des pistes éducatives, pédagogiques à explorer aussi par cet outil. Julie, tout à l'heure, tu parlais de leadership. Moi, ça m'intéresse, moi qui suis dans le milieu de l'e-sport et autres. Tu dis que le jeu vidéo, ça peut aussi être une forme d'apprentissage du leadership. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que vraiment on peut, en jouant comme ça, en jouant du jeu multi, je précise, parce que le leadership va venir dans de la compétition, va venir dans du multi, c'est vraiment le début de l'apprentissage de ça, du leadership. Est-ce que ça peut aider justement aussi, après, professionnellement? Alors ça reste à me démontrer, parce que en tout cas, quand j'avais travaillé avec les joueurs de Guild Wars et quand j'avais joué moi-même, ce qui était intéressant, c'est que souvent, c'était des jeunes de 16-17 ans qui prenaient le leadership pour expérimenter et gérer des joueurs plus âgés. Alors là, c'était très intéressant dans les conflits qu'il pouvait y avoir parce que finalement, la manière de manager, par exemple, les insultes, etc., donc toi, tu dois savoir si tu gères, c'est quelque chose qui est évidemment banni dans l'e-sport. Enfin, en tout cas, de bien gérer. Donc, apprendre, par exemple, à ne pas injurier l'autre parce qu'il a fait une mauvaise action, c'est une manière finalement de comprendre que si tu deviens autoritaire et injurieux, ça ne va pas très bien marcher dans ton mode de management, en tout cas dans ta manière de gérer ton équipe. Donc tu vas expérimenter quand même d'autres manières de faire qui seront sans doute plus productives et plus performantes à terme. Donc ça, ce sont des compétences quand même intéressantes à réexploiter par la suite. C'est-à-dire que tu vas arriver dans le monde professionnel, tu vas quand même avoir pris conscience à un moment donné que insulter l'autre, lui le tanner pour qu'il fasse telle ou telle chose en l'humiliant, c'est pas hyper efficace. Et au-delà de la violence, évidemment, de l'humiliation que ça peut provoquer, mais que ça va pas, en tout cas, permettre à un joueur de performer. Et ça c'est des compétences quand même qui peuvent être utilisées dans le monde professionnel, je pense. Et par exemple, ce qui était intéressant, tu disais tout à l'heure dans les stéréotypes, quand on a ouvert une salle e-sport à l'Université de Rouen, je le dis, je fais un peu de pub. Et du coup, j'ai eu parfois des remarques de collègues qui me disaient mais ils vont faire plein de bruit en fait. Enfin, ils vont s'injurier, ils vont s'insulter, ils vont gêner les autres. Enfin voilà, dans les représentations. Or, un bon joueur, il me semble, en tout cas, tu me confirmeras, c'est un joueur qui est en mesure de gérer ses émotions. Ça dépend quel jeu. Ça dépend quel jeu, mais en tout cas, tu apprends en jouant. Tu expérimentes justement ta capacité à gérer telle ou telle émotion et à gérer ta frustration. Si je puis me permettre, il y a aussi un apprentissage derrière par rapport à différents coachs quand on est dans une structure, qu'on est un joueur professionnel. Donc, je vais laisser Tristan en parler justement. Ouais, justement, donc on parlait d'e-sport. En fait, l'e-sport, ça tout comme tout ce qui est leadership, etc. Donc on le retrouve dans l'e-sport, qui est la pratique du jeu vidéo en compétition. Ça se rapproche un petit peu de ce qui peut se trouver dans le sport traditionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une structure, un club, une association ou autre
qui va mettre à disposition des coachs, que ce soit pour la préparation tactique, mais également pour la préparation mentale. Ça se développe de plus en plus. On a de plus en plus de coachs mentaux. Je pense notamment à Stéphane Palmier, donc, qui est un coach assez reconnu au niveau de tout ce qui va être la Corrèze, etc. Mais parce qu'il encadre des sportifs professionnels, notamment des sportifs qui vont participer aux Jeux Olympiques, mais qui a ouvert au sein de son cabinet de conseil et de coaching une section e-sport pour pouvoir justement accompagner ces joueurs-là, parce qu'il trouve que les valeurs qu'on peut retrouver dans l'e-sport, et qui vont être les valeurs de compétition, le fait de monter en compétences, etc., sont les mêmes qu'on va retrouver dans le sport traditionnel. Et donc, oui, comme tout à fait, il y a ce développement de structures, de coaching, de tactique, mais même des préparateurs physiques dans les équipes professionnelles. On en a même qui ont des salles de sport avec des cadres d'entraînement physique. Et donc, on s'aperçoit que c'est pas le joueur qui va forcément faire du bruit, etc. Ça, on va plus peut-être le trouver à niveau amateur ou vraiment casual. Mais vraiment, on a ce côté limite professionnel, semi-pro, voire professionnel, où on a vraiment tout un encadrement. Et un joueur, c'est comme sur un terrain de football. Quand on regarde un terrain de football, on va regarder l'équipe de France, les joueurs vont pas crier. Les joueurs vont rester très calmes, très droits. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils connaissent leurs actions, mais ils vont pas crier. Là, par contre, vous allez regarder un match de Division 4 de district, ça va être un petit peu différent. Tout correspond à l'encadrement que la structure peut proposer. Ils vont crier à certains moments. C'est-à-dire qu'à certains moments, l'explosion d'émotions est autorisée. Ce qui est tout à fait logique. Oui. Voilà. Par exemple, à la fin, quand tu marques, tu as le droit. Il y a vraiment une différence. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Tristan, quand on joue en structure, quand on est joueur professionnel, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme un sportif, effectivement. Ou même quelqu'un qui travaille dans une boîte. Il y a une cohésion d'équipe, il y a une chose à pas dire. Et attention, parce qu'il y a une chose à pas dire. Vous pouvez y aller, les gars, il n'y a pas de souci. Il y a des choses à ne pas dire aussi bien en direct qu'en amont sur les réseaux et autres. Ce qui n'est pas le cas quand on peut se laisser aller à certaines choses, à certains débordements, quand on stream ou sur les réseaux et qu'on n'est pas inclus dans une structure, tout ça. Ça peut arriver, bien entendu, c'est déjà ça arrive, mais les autres... Enfin, il y a des moments aussi où il y a des moments de recadrage, et notamment par les autres joueurs. Et c'est ça moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement comment ils se confrontent. Sur Guild Wars, par exemple, j'aimais beaucoup observer les chats, évidemment, et les échanges et les moments d'insultes sur les manières de jouer, parce que voilà, tu as cheaté ou tu as pris une stratégie qui permet de gagner de la mai. Tu joues pas de manière correcte, tu n'as pas une bonne éthique du joueur. Et il y a ces moments de régulation aussi entre les joueurs qui sont importants. Et donc, on ne va pas jouer non plus avec n'importe qui. Ah, mais dans tous les cas, maintenant, il y a zéro excuse. En fait, on ne pardonne pas. On ne pardonne plus. Et encore un exemple, moi j'ai vu il y a 2-3 jours, sur une structure e-sportive, un joueur de LoL qui a été exclu définitivement de leur équipe, puisqu'il avait tenu des propos, je crois, il me semble, sur les femmes ou je sais pas quoi. Et il a été exclu, alors que c'était leur jungler, je crois. Et les gars, ils l'ont exclu tout court de l'équipe. Il n'y a même pas eu de « attention, on va le recadrer », tout ça. C'est-à-dire que maintenant, les structures ne s'embêtent plus avec ça. Ils partent du principe que ces jeunes qui arrivent vont être formés et ils ont une image. Et c'est l'image de l'équipe, comme des sportifs. C'est leur image, mais c'est aussi l'image de l'équipe. Donc, ils ne s'embêtent plus sur des jeunes qui pourraient dire n'importe quoi ou autre. Vous savez, des gens qui ont envie de faire de la compétition, des gens qui ont du skill et autres. Il y en a beaucoup des jeunes qui commencent à arriver. Hein. Et il y a un vrai mercato. Hein, donc, il faut faire très attention. Hein, maintenant, quand on a une place dans une équipe, si on ne performe pas, il faut faire super attention. Hein. Oui, tout à fait. Puis, nous, au niveau de nos associations adhérentes, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'associations justement qui restent très, très focus sur les dérives et sur l'image en fait qu'on peut avoir, mais également sur leurs joueurs. C'est-à-dire que quand elles vont recruter des joueurs, on parle d'associations amateurs là et non pas d'associations, de clubs professionnels. Elles vont faire très attention sur le comportement du joueur.
Ça devient maintenant un caractère en fait et un critère de recrutement pour les équipes. Ça va être le comportement sur les réseaux sociaux, l'image que le joueur peut avoir auprès du public. Et puis sur tout ce qui va être de tout le reste, on en a même certaines qui vont accompagner justement ces joueurs-là à créer leur identité numérique, à créer leur identité sociale ou virtuelle. Malheureusement, le temps passe très vite. Il est déjà midi. On aurait dû terminer il y a déjà un quart d'heure, hein. Mais je vous avoue que c'est assez intéressant. Merci Judith Vary, donc enseignante-chercheur à MCF, Université de Rouen, département des sciences et de l'éducation. J'ai tout dit, c'est bon, je reprends ma respiration. Tu as été parfait. Judith, je pense, tu vas tourner un petit peu ou pas là, dans la... Un petit peu. Si les gens ont des questions peut-être pour toi, il n'y a pas de souci, vous pourrez aller interloquer Judith Vary, qui se fera un plaisir, je pense, de répondre aussi à différentes questions, parce que je pense qu'il y a énormément de choses que l'on pourrait dire sur cette pédagogie et le jeu vidéo. Moi, surtout, j'ai beaucoup de choses à poser comme question, parce que ça m'intéresse, faisant partie un petit peu de ce milieu. Merci beaucoup. Tristan aussi. Tristan donc, Brandilly, qui était genre, je l'enterre, le pauvre, qui est le président de la Fédération française de jeux vidéo. Merci d'avoir été avec moi. Pareil, je pense que s'il y a des gens qui vont venir sur l'event, si vous avez différentes questions pour nos intervenants, n'hésitez surtout pas. Vous avez un stand ? Oui, tout à fait. Donc, on a un stand à l'entrée, en plus au niveau de la buvette. Donc c'est un espace, normalement, ça, tout le monde. C'est une invitation, ça. Hein. Voilà. Ça, c'est une invitation, monsieur. Hein. Donc, on a un espace à côté de la buvette. Ok, on va venir. Pas de souci, on viendra. Ah, tout à fait. Il va falloir y aller aussi, Judith. À côté de la buvette. Judith a aussi un petit stand à côté des sandwichs. Elle, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal quand même. Hein. Vous faites buvette et sandwich. Mais oui, c'était très intéressant. Je pense qu'on pouvait en parler encore pendant vraiment quelques temps. Donc n'hésitez pas, si vous, ici, sur l'event, vous avez d'autres questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à aller les rencontrer pour qu'ils puissent un petit peu continuer à débattre sur cette thématique, la pédagogie et l'éducation. Est-ce qu'on peut... Alors, différents réseaux sociaux aussi, peut-être, on peut en parler ? Toi, alors ? Oui, on peut retrouver la Fédération française jeux vidéo présente sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Il suffit de taper en général FFJV et on tombe dessus. Et vous pouvez taper mon nom sur LinkedIn, vous me trouverez facilement aussi. Et puis sinon, vous me contactez directement sur mon adresse universitaire que vous pourrez trouver facilement aussi. Mais alors justement, parfois tu as besoin, alors j'allais dire de cobayes, mais tu as besoin pour tes recherches de joueurs et autres, ça arrive ? Oui, là on va essayer de monter avec des collègues justement une recherche sur les joueurs e-sportifs en Normandie, donc on aura toujours besoin de cobayes, pas de cobayes, non, mais oui, de faire des enquêtes auprès du public, ouais. Ok, super. Merci beaucoup, applaudissements pour eux, merci à vous, vraiment, c'était super cool. Première table ronde, merci. Vraiment, d'avoir été avec moi, Judith Vary et Tristan Brandilly. Messieurs, dames, on se retrouve d'ici quelques instants. Alors, ce ne sera pas moi, mais ça va être le développement d'un jeu vidéo, thématique tout aussi intéressante. N'oubliez pas, nous sommes ici en direct du Game in Rouen, la seconde édition, et en plus en physique, en direct de cette Kid Arena sans Kinder. Je le dis, hein, je mets l'accent dessus. Où sont mes chocobons ? Voilà. Désolé. En tout cas, c'est un event totalement gratuit. N'hésitez pas à venir. Table ronde, compétition et en plus début des hostilités sur cette scène à partir de 4h, 4h30 pour les finales, tout du moins les phases finales des différentes compétitions, hein, les amis. Donc n'hésitez pas à venir. Je rappelle que aujourd'hui, on est sur du DB Fighters, on est sur du Halo Infinite et autres joyeusetés. Et demain, il y aura aussi du Rocket League, les gars. Donc n'hésitez pas à venir ici à Rouen si vous êtes dans les parages. Merci beaucoup et nous on se retrouve d'ici quelques instants pour la deuxième table ronde sur le développement d'un jeu vidéo. Merci à tous.